Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Président de la Fondation nationale des musées, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur le Président du Conseil régional de Rabat-Kénitra, Monsieur le Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie du Royaume, Mesdames et Messieurs les universitaires et étudiants, chers amis. C'est particulièrement difficile de prendre la parole après une telle intervention de Monsieur le Secrétaire perpétuel qui révèle encore une fois sa vaste culture, son humanisme et son attachement et sa fidélité à la mémoire des meilleurs fils de l'Afrique et de l'humanité. Mesdames et Messieurs, vous devez peut-être vous interroger pourquoi une institution nationale constitutionnelle qui s'occupe des droits de l'homme a pensé et a fait ce partenariat avec l'Académie du Royaume, la Fondation nationale des musées et l'Université internationale de Rabat pour commémorer aujourd'hui la mémoire d'un homme, d'un président disparu. Et il doit y avoir des millions et des millions de jeunes Africains aujourd'hui, au Maroc mais aussi ailleurs, qui n'ont aucune idée de l'œuvre de cet homme. Pourquoi donc ce colloque et pourquoi l'implication du Conseil national des droits de l'homme dans ce colloque? Je voudrais simplement dire d'abord que, de mon point de vue, les ports Sédar Senghor restent encore un des acteurs essentiels de l'émancipation africaine. Travaillant sur l'histoire de l'immigration dans une autre vie, avant que je ne regagne le pays et m'implique dans cette institution nationale, j'avais travaillé sur l'histoire de l'immigration et j'avais été frappé comment, dans les années 1920-1930, et aussi au lendemain du deuxième conflit mondial, un certain nombre d'enfants de l'Afrique qui se sont retrouvés dans la capitale coloniale, à Paris, ont dressé progressivement la carte et la feuille de route de ce que sera l'émancipation africaine. À Paris, dans les années 1920-1930, au lendemain de la guerre, des enfants d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Antilles, mais aussi de l'Amérique ségrégationniste se retrouvent à Paris. Et dans cette métropole, dans la métropole coloniale, alors que l'Empire colonial célèbre l'exposition coloniale de 1931, célèbre la gloire de cet empire, et bien tous ces enfants de l'Afrique, avec d'ailleurs des révolutionnaires indo-chinois, des révolutionnaires chinois, Deng Xiaoping, Ho Chi Minh et toute une série de figures des indépendances et des mouvements d'émancipation de ce qu'on n'appelait pas encore le tiers-monde, se retrouvent et en fait commence un travail absolument extraordinaire qui d'une certaine manière continue aujourd'hui. Ce travail et ce débat actuel, c'est celui du lien à bâtir, à créer, à fonder entre l'universel et ce qu'on appelle le particulier. Nous savons qu'aujourd'hui encore, Monsieur le Secrétaire perpétuel vient d'en parler, ce lien à inventer entre l'universel, la fondation d'un universel pluriel, d'un universel qui ne gomme pas, qui ne tue pas les cultures du monde, reste encore aujourd'hui. Et j'aimerais à cet égard, pour dire la résonance du message senghorien encore aujourd'hui, vous citer un extrait du message de Sa Majesté le Roi, adressé en novembre 2014, donc il y a peu de temps, aux militants des droits de l'homme du monde qui s'étaient réunis à Marrakech lors du deuxième Forum mondial des droits de l'homme. Sa Majesté disait, je cite, « L'universalité des droits de l'homme ne saurait être sujet à des remises en cause. Pour autant, loin d'être l'expression d'une pensée et d'un modèle unique, l'universalité doit être, dans sa quintessence, la résultante d'une dynamique d'adhésion progressive, par étapes, moyennant une appropriation individuelle et collective, où les traditions nationales et culturelles trouvent naturellement leur place, ni contre, ni à côté, mais autour d'un socle de valeurs indérogeables. L'universel ainsi enrichi gagne en légitimité lorsqu'il représente et protège la diversité de l'humanité et quand tous les peuples et toutes les cultures le façonnent et se l'approprient. » Fin du message, de l'extrait du message royal. C'est donc autour de ce couple de l'universel et du particulier que nous devons encore aujourd'hui, d'une certaine manière, nous inspirer de l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, mais aussi l'enrichir, le retravailler d'une certaine manière. Ce terme de métissage des cultures,
du métissage des êtres humains, de leur rapport diversifié, est au cœur de cet atelier qui est encore ouvert. La troisième raison de notre association à ce colloque est bien évidemment cette double apport, cette double démarche de Léopold Sédar Senghor, qui était un homme politique, homme de la décolonisation, homme qui a bâti dans des conditions difficiles le Sénégal moderne, l'État sénégalais, comme chacun de nos pays a eu à le faire à partir de la fin des années 50 et du début des années 60, mais aussi homme de culture, poète immense, poète philosophe, cela vient d'être rappelé, mais aussi quelqu'un qui avait en permanence à ce lien, là aussi à réinventer d'une certaine manière entre le politique, au sens noble du terme, et la culture. Ce n'est pas un hasard si en 1966, la communauté internationale a adopté un texte, un des traités essentiels du droit international des droits de l'homme, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce lien est encore aujourd'hui en plein centre de ce que nous devons les uns et les autres réinventer. Ce sont, mesdames et messieurs, les trois raisons essentielles qui nous ont amenés à penser avec monsieur le secrétaire perpétuel et monsieur le président de la Fondation nationale du musée à ce colloque, qui vient après un colloque consacré la semaine dernière aux romancières africaines qui sont en train de réinventer le roman, un autre colloque consacré aux migrations africaines qui a aussi eu lieu au musée Mohamed VI. Je vous remercie infiniment d'avoir les uns et les autres, parfois venus de loin, accepté de participer à cet hommage, qui est un hommage non à quelqu'un qui est mort, mais à quelqu'un dont le message nous éclaire et doit nous éclairer pour réinventer l'Afrique de demain, l'humanité de demain, une humanité unie, mais aussi riche de sa diversité. Je vous remercie.